il y a pas mal d'éléments que j'aimerais partager avec vous qui dépassent la partie technique. Par exemple, ce qui remonte un petit peu ce qui ressort en fait de plusieurs choses que vous avez dites, c'est on est largué, on a l'impression de décrocher un petit peu. Et moi, je pense que ça, c'est pas spécifique à Internet, c'est peut-être encore plus vrai sur Internet parce qu'Internet, ça avance super rapidement, mais il suffit qu'on s'éloigne un peu d'un secteur d'activité pour être susceptible de décrocher. Mais la bonne nouvelle, et ça, c'est un truc qui est un peu bizarre en fait à comprendre, c'est que normalement, vous ne devriez pas avoir besoin en fait, de venir écouter une parole d'expert, parce que en fait, avec ce que change Internet, parmi les choses que change Internet, c'est l'accès aussi à la connaissance professionnelle. Et il y a plein de gens qui parlent de leur métier sur Internet pour le coup en général. Moi, ma conviction, c'est qu'en l'espace en fait d'une ou deux années, si on est bien organisé, si on a le courage et si on est suffisamment autonome, on peut apprendre en fait un nouveau métier du moment que ce ne soit pas un nouveau métier manuel. En gros, apprendre la maçonnerie sur Internet, je ne sais pas encore trop comment ça se fait. C'est possible parce qu'il y a des tutoriels qui vous montrent comment, je ne sais pas, j'imagine, on fait du mortier, on pose des trucs, machin, etc. Mais en revanche, il faut quand même pratiquer. Alors que sur toutes les professions, entre guillemets, intellectuelles, pour moi, il y a quasiment, on peut apprendre, je sais pas, 95% des choses pour le coup sur Internet. Et comme les gens adorent parler sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur leur blog, sur des sites d'information, etc., du coup, les connaissances se renouvellent aussi. Et Wikipédia, c'est la toute petite partie de ça, parce qu'en fait, on peut apprendre des choses dans tous les sens. Si les gamins, ils apprennent à fabriquer des bombes sur Internet, pour moi, c'est quand même assez révélateur de tout ce qu'on peut, pour le coup, de tout ce que l'on peut trouver. Donc, il n'y a pas un seul des sujets, en fait, dont on va parler aujourd'hui, sur lesquels vous ne pouvez pas, en fait, en apprendre, en fait, autant que la plupart des interlocuteurs que vous aurez, en fait, en face de vous, en fait, dans les entreprises. Parce que quand on bosse, on a beaucoup moins de temps pour apprendre et on est toujours, en fait, un petit peu en retard, en fait, par rapport à la plupart, en fait, par rapport à ce qu'il faudrait, en fait, que l'on maîtrise. Vous, pour l'instant, entre guillemets, vous avez le temps d'aller chercher cette information un petit peu. Et enfin, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut se considérer un peu comme des étudiants qui n'ont rien d'autre à faire, entre guillemets, que d'apprendre, ou presque, entre guillemets, en tout cas, qui ont beaucoup de temps pour apprendre. Et donc, du coup, ce temps-là, vous pouvez le mettre à profit pour apprendre énormément de choses que ne savent pas les gens d'entreprise parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps eux-mêmes pour apprendre. Donc, par exemple, on va parler de référencement naturel. Je pense qu'en France, il y a 5000 sites qui vous donnent des techniques de référencement naturel. Donc, si jamais c'était un objectif, et je ne suis pas sûr que ce soit un de vos objectifs que de devenir un pro en référencement naturel, pour décrocher un poste de référenceur en entreprise ou chez l'annonceur ou dans des agences, vous pouvez le faire tout seul, juste en apprenant en fait sur Internet. Il y a des blogs qui en parlent, il y a des vidéos de formation qui en parlent gratuites sur YouTube. Maintenant, vous tapez tutoriel et avec n'importe quel logiciel, n'importe quelle technique sur YouTube, vous trouvez forcément en fait 10, 20 vidéos en fait qui vous aident en fait à vous former. En revanche, il y a une limite entre guillemets à cela, ou entre guillemets il y a une étape qu'il ne faut pas louper, ou un truc qu'il faut accepter, c'est que les 3/4 des informations franchement intéressantes en fait sont en anglais. Donc du coup, il ne faut pas avoir peur de l'anglais, et c'est vrai qu'en fait quand on doit télécharger des e-books qui durent 300 pages en anglais, au bout d'un moment on peut peut-être avoir un peu mal à la tête. Quand on doit écouter pendant 3 heures des vidéos de formation en anglais et pas sous-titrées, pour le coup ça peut être un peu souvent. Mais si on dépasse ça, pour le coup, on peut apprendre vraiment énormément de choses. Et je vous parlais de notre expert en sécurité, qui est aussi un champion du hackage de Google. Lui, dès qu'on lui pose une question en interne, parce que tous les jeunes en fait se réfèrent à lui, alors sachant que lui il a seulement entre guillemets 37 ans, mais c'est déjà un vieux par rapport aux boîtes internet. Les jeunes, paradoxalement, qui sont de la génération Y, les 99% n'ont toujours pas compris en fait la puissance que représente Internet de ce point de vue-là. Donc vous, entre guillemets, vous êtes sur la même ligne de départ qu'eux, même si eux, soi-disant, la génération Y, en fait, elle baigne là-dedans. Moi, je la vois, la génération Y, pour l'essentiel, elle n'a pas compris à quel point l'outil était puissant du point de vue pour la formation professionnelle. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'il va y avoir une révolution je ne sais pas dans quel pays, en fait, ça va démarrer, mais de la révolution professionnelle, de la formation professionnelle grâce à Internet. On nous parle d'e-learning, en fait, depuis vachement longtemps.
Et ça de mock décolle. aussi, M2O. Bon, alors ça, c'est comme Big Data. Oui, d'accord. C'est le truc auquel se rallient les journalistes et les gens qui se sentent dépassés. Ils se raccrochent à des mots. Et que puis ça du veut dire coup, déjà, MOOC, c'est Massive Online Machin Courses. Peu importe, en gros, c'est l'idée que ça vient des universités et que si je mets en ligne, même si je filme en plan fixe, parce que paradoxalement, c'est quasiment ce qui marche le mieux, quelqu'un de connu en fait dans une université, et que je mets à disposition gratuitement en fait ce cours-là du monde entier, du coup, je vais avoir en fait Massive des milliers ou des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de gens qui vont pouvoir suivre ce cours. La réalité, c'est que les 3/4, donc 90% des universités qui ont réalisé des tests de ce type-là, ne sont pas du tout massives. C'est pas du tout massif. Donc ils sont pas référencés, c'est pour ça. Ils sont pas connus, en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas beaucoup vu. Et ceux qui sont beaucoup vus, au bout de 2-3 ans, se sont posé une question, c'est comment on gagne des sous avec des cours gratuits. Peut-être en faisant payer les certifications, en faisant passer des QCM après machin, c'est comme ça. Moralité, ça fait 1 an et demi que la plupart des gens qui sont vraiment dedans savent que le MOOC, c'est pas le truc. En revanche, la vraie révolution qu'il y a à côté de ça, c'est tous les savoir-faire qu'il y a à côté, mais qui ne vous seront pas packagés comme dans les MOOC. Et là, ça, c'est énorme. Il y a, je pense, 100 fois plus d'informations intéressantes du point de vue professionnel à l'extérieur des MOOC que dans les MOOC. Parce que déjà, les MOOC, ce sont des cours plutôt un peu magistraux, pas forcément méga pratiques, et pas toujours à la pointe. Dans les nouvelles technologies, souvent c'est à la pointe, mais dans les autres domaines, pour le coup, ça ne l'est pas. Là, ce qui vous intéresse, vous, c'est d'aller chercher en fait le blogueur qui est le spécialiste du RTB, qui a envie d'être reconnu en tant que consultant comme le spécialiste français du RTB, et du coup, vous allez absorber. Lui, il est capable de vous donner plein d'informations pour démontrer que c'est un vrai expert, et du coup, vous allez chercher. Dans LinkedIn, vous savez, le réseau social concurrent de Viadeo, il y a des cours, il y a des forums de discussion. Il y en a 5 qui sont dédiés en fait à la pub programmatique. Pub programmatique, c'est le fait que maintenant, quand je vais acheter de la pub, je ne m'adresse plus en fait à une agence, une centrale d'achat d'espace publicitaire qui elle-même va me dire tiens, il faut que tu ailles acheter de la pub sur ceux qui ont une grosse part de marché, etc. Ça renvoie au fait que maintenant, quand vous voulez acheter de la pub, vous programmez une machine qui va se connecter sur des places de marché, qui sont des machines aussi, et qui vont aller acheter de la pub, non pas sur un site en particulier, ces places de marché, mais au moment où un site, que ce soit mon petit site à moi ou le site du Monde, va voir arriver un internaute qui a le profil parce qu'il a été espionné par Google et on sait qu'il est vieux, qu'il est jeune, qu'il est parent, qu'il ne l'est pas, qu'il est parisien, CSP+, CSP-, et qu'il a peut-être besoin, qu'il est peut-être même propriétaire d'une, je sais pas, je dis n'importe quoi, d'une Logan, d'une 3008. Et du coup, ce type-là, vous qui vendez des accessoires ou des GPS pour cette cible-là, il vous intéresse. Et la programmatique, ça consiste à aller chercher ces gens-là qui ont exactement le profil, les uns après les autres, là où ils passent pour le coup. Là, il n'y a pas de cours dans les universités, surtout pas dans les MOOC, qui soient intéressants là-dessus. Mais en revanche, vous avez 50 forums de discussion dans le monde, vous avez 500 sites qui en parlent dans le monde, et vous, si vous avez le courage, et si vous aimez bien chercher, fouiner, etc., et si vous avez une capacité à faire la synthèse entre tout ce qui se dit, et puis des fois, ce qu'on dit, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai, parce qu'on trouve un petit peu de tout sur Internet, vous pouvez devenir, en fait, je pense, en 1 an, plus fort que les 3/4 qui bossent actuellement dans la pub programmatique. Et ça, c'est un peu la magie, entre guillemets, d'Internet et des nouvelles technologies. C'est qu'en même temps, ça va vite, et la plupart des gens, en fait, qui sont au poste, ont vachement du mal à rester dedans. Mais si vous n'avez rien d'autre à faire que d'apprendre, vous pouvez tous les rattraper. Et c'est pour ça aussi que dans l'informatique, les nouvelles technologies, on peut se faire dépasser par des petits jeunes. C'est parce qu'ils ont été formés au dernier truc. Mais avant, ça se faisait dans les universités, dans les écoles. Et du coup, ils arrivent, ils sont déjà des experts, des spécialistes des nouvelles technologies. Et vous avez du temps pour le coup pour aller chercher tout ça. Moi, ma conviction, c'est que les gens qui seront en poste, et indépendamment des périodes de chômage qu'on traversera ou pas, ils devront consacrer beaucoup plus de temps que ce qu'on fait en fait aujourd'hui à se former. Moi, je verrais bien en fait un avenir dans lequel on passe entre 15 jours et 1 mois à se former tous les ans, à la place de, entre guillemets, de son boulot pour rester à la page ou pour être de plus en plus performant. Et le pendant, on va dire, un peu positif de ça, c'est que moi je vois, j'ai un peu de recul maintenant,
je gère en fait des sociétés depuis une petite vingtaine d'années, puis je vois ce qui se passe dans les plus grosses sociétés que la nôtre, moi je trouve qu'à plein de moments, les boîtes ne sont pas efficaces du tout. Soit parce que les gens ne savent pas que le référencement naturel, par exemple, c'est important, soit parce qu'ils pensent que les MOOC, les MOOC sont importants, que le big data est important, alors qu'en réalité c'est un peu de la fumée, soit simplement parce que dans leur organisation quotidienne du travail, ils n'ont pas forcément toutes les méthodes. Moi, par exemple, ce que je dis en interne, dans notre société, c'est un des premiers trucs que j'apprends, c'est les deux choses les plus importantes, c'est de produire des prestations et de décrocher des prestations, de décrocher du chiffre d'affaires. Tout ce qui est communication, tout ce qui est veille, tout ce qui est, on va dire, un petit peu d'investissement de fonds, ça doit être secondaire, en fait, dans le cadre d'une petite société comme la nôtre. Et c'est ce qui explique que nous, on soit un peu plus efficace, en fait, que le restant de nos concurrents. Donc il y a plein de choses en fait qu'on gagne entre guillemets, qu'on a besoin d'apprendre et qui nous permettent d'être un peu plus efficace. Et du coup, si on est plus efficace, avec le même temps de travail, normalement, on génère un petit peu plus de richesse. Donc moi, ça c'est ma conviction de fond. Donc par rapport au fait que vous avez du temps en ce moment, même si vous n'êtes pas forcément super à l'aise avec le fait d'aller chercher tout seul entre guillemets des informations, moi je vous dis, c'est là que se situe l'essentiel en fait du potentiel. Il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher en fait à apprendre dans des cours, etc. Paradoxalement, moi alors qu'il y a plein d'informations gratuites disponibles gratuitement sur internet, je continue d'acheter des bouquins parce qu'il y a pas mal de bouquins, tous ne sont pas bons, mais dans lesquels les gens se sont sur lesquels dans le cadre desquels les gens se sont fait suer à réaliser des synthèses, et finalement payer 25 €, 30 € un bouquin qui en l'espace de 4 ou 5 heures va vous permettre en fait de défricher un terrain, par exemple les big data, c'est peut-être aussi bien d'aller chercher des informations gratuites sur internet mais qui sont un petit peu disséminées. Et là en fait je suis en train de formaliser un peu moi ce que j'ai, parce que ce que je partage avec vous là, moi c'est la façon dont les techniques que j'ai développées pour rester à peu près à la page. Je suis en train de formaliser ces techniques-là pour les transmettre à la génération Y, qui est très branchée, très connectée, mais pas forcément super organisée, ou pas forcément maîtrise totale pour le coup du digital. Dans l'utilisation en fait. Exactement. Et moi je vois là en fait on a recruté des contrats d'apprentissage en fait l'année dernière. On a eu 120 candidatures en fait pour un poste et demi. 80% des gens à qui pourtant j'avais bien mis dans l'annonce, ici il n'y a que des accros internet, il y a de la place que pour les passionnés, il y a de la place que pour les gens qui ont vraiment pris le temps déjà eux-mêmes de s'intéresser à internet, me disaient moi je m'intéresse à internet parce que j'utilise Facebook, Twitter, etc. Ou que j'ai été créer un blog sur wordpress.org ou sur Overblog, et qui sont des outils sur lesquels en gros on crée un compte, comme sur Facebook, et puis du coup on envoie des informations, mais ce qui dénote pas d'une maîtrise pour le coup d'internet. Et ces 80%-là, ils n'en savent pas tant finalement que ça sur internet. Donc du coup, vous avez une opportunité, si vous voulez, entre guillemets, accepter ces règles du jeu et accepter du coup de plus avoir de profs qui vous disent c'est ça qu'il faut apprendre, c'est là que ça se trouve, pour le coup de faire complètement votre retard. Rien que si vous allez, je ne sais pas, vous lisez tous les articles du Journal du Net, de stratégie, du monde informatique, et qu'après vous lancez des petites recherches, des petites alertes dans Google. Vous savez, vous pouvez lancer des alertes pour que Google vous dise tiens, j'ai trouvé les nouveaux articles qui parlent de pub programmatique ou de marque employeur, etc. Là, vous avez 20 nouveaux articles à lire tous les jours. 20 nouveaux articles tous les jours, fois 5 jours, ça en fait 100 à la fin de la semaine. Et à la fin du trimestre, ça doit nous en faire dans les 1200, probablement quelque chose comme ça. Et si vous arrivez en fait à digérer ça, parce qu'après l'information, trop d'informations, ça pue l'information, donc à la fois il faut arriver à la qualifier et à la synthétiser, et à faire des connexions entre les briques d'informations auxquelles vous allez avoir accès, pour le coup vous pouvez devenir très très bon en fait dans un nouveau domaine, parce que les gens en poste comme moi, ils n'ont pas le temps pour le coup d'y aller. Si moi je veux réserver suffisamment de temps en fait à ma compagne et à mes 2 enfants, à un moment donné, je suis pour le coup, et que en même temps je veux bosser pour gagner pour le coup, pour générer de la richesse qui me permettra de gagner de l'argent, pour le coup, j'ai pas le temps en fait de me former suffisamment. Donc moi ce que je dis souvent c'est, même convaincu de cela, je suis toujours en retard. De temps en temps, je prends 1 ou 2 journées parce que je peux un peu souffler, j'ai un creux, et puis je fais mon retard sur un sujet donné, mais j'ai pas le temps
d'être bon pour le coup, surtout, d'être à la page surtout. Vous avez un site en anglais aussi Alors, il y a un site qui est en réalité pas un vrai site, c'est originalsignal.com. Originalsignal.com. Et lui, c'est pas un site qui édite de l'information, c'est un site qui reprend les flux RSS, la liste des derniers articles de sites de référence en fait sur tout un tas de thématiques. Donc il y en a sur le digital, il y en a sur le référencement, donc vous avez la liste des 10 derniers articles en fait sur chacun, sur une douzaine de sites. Et là, du coup, moi, c'est mon point de départ pour faire ma veille sur le référencement naturel. Sachant que les Américains, ce ne sont pas des génies, mais sur tout un tas de sujets, ils sont un peu en avance par rapport à nous. Il y a plein d'informations qu'on peut trouver aussi en France sur ces sujets-là, mais souvent, ils ont 3-4 mois d'avance. Et nous, dans notre domaine, comme avoir de l'avance sur la concurrence, c'est important, on va là. Il y a TechCrunch, qui est un truc qui est très indigeste quand on commence à le lire, parce que c'est très, on va dire, Silicon Valley, et à la fois avec le jargon de la Silicon Valley et les trucs à la mode en ce moment dans la Silicon Valley. Donc il y a des tas de domaines, des tas de sujets sur lesquels vous ne vous projetterez pas. Et je pense moi, il m'a fallu, je ne sais pas, 3 mois pour être un peu à l'aise avec. Parce que, outre le fait que c'est en anglais, et puis comme c'est un peu plus fin que le journal du net, c'est un peu plus technique, du coup, il faut un peu plus s'accrocher sur les concepts qui sont évoqués, etc. En plus, il y a des schémas de pensée qui, pour le coup, qui leur sont propres. Et qui transpirent petit à petit, parce que TechCrunch, c'est très lu par les start-upers. Donc, par exemple, moi, il y en a un mot que je ne connaissais pas il y a 4 ans, qui est traction. Est-ce que ça vous dit quelque chose, traction? Voilà, c'est ça. Alors là, ça vous oubliez, la traction, ça fait partie c'est un peu comme, ce serait un peu comme Big Data ou Mock, mais le niveau au-dessus. La traction, ça renvoie au fait que une start-up, vous voyez ce que c'est qu'une start-up à l'origine ou pas? Une start-up, c'est up. C'est une boîte qui se développe ultra rapidement. Alors que maintenant, n'importe quelle boîte qui se crée et qui est dans les nouvelles technologies, c'est le démarrage. Donc même nous, même moi, on a 18 ans maintenant, on n'est pas du tout up, nous on est comme ça. Et en revanche, notre bénéfice est comme ça, donc on est méga content. On nous qualifie toujours de start-up, alors qu'à l'origine, start-up, c'est une boîte dans l'informatique qui se développe de façon sinon exponentielle, au moins géométrique, donc très, très rapidement. Donc Dell, c'est une start-up, je ne sais pas, HP, c'était une start-up, etc. Donc ça, c'est un concept qui fait du sens pour les vraies startups, celles qui se développent rapidement. C'est le fait qu'à un moment donné, vous avez une idée, vous la mettez sur le marché rapidement, donc vous développez vite un prototype pour voir si les gens en fait s'intéressent au service que vous proposez ou pas. Et l'attraction, c'est la vitesse à laquelle ça se développe. Déjà en nombre d'utilisateurs ou en trafic. Et puis après, il peut y avoir aussi l'attraction sur le chiffre d'affaires. Ça, pour le coup, c'est encore mieux. Donc voilà. Donc sur TechCrunch, vous trouverez tout un tas de concepts comme traction. Et voilà, ou par exemple, vous allez entendre parler d'exit. Est-ce que vous savez ce que ce sont les exits en langage de sortie? Les sorties de quoi? De secours. C'est quand je revends ma boîte et que je touche le jackpot. C'est ça normalement l'exit. En réalité, on se vante souvent d'avoir fait des exits, mais en réalité c'est des exits pas très glorieuses. En gros, l'argent des investisseurs, je l'ai cramé. Dans 2 mois, je sais que je suis mort. Donc du coup, je fusionne ou je me fais racheter pour pas grand-chose. Mais je fais une exit. Comme ça, j'ai revendu ma boîte. Je pourrais dire que j'ai revendu ma boîte pour créer une autre startup. Donc ça fait partie des trucs que vous trouverez dans TechCrunch. Donc il y avait une centaine de mots donc, sur lesquels il faudrait que vous tapiez peut-être traction definition. Puis vous essayez de trouver dans les 10 premiers résultats de Google qui vous donne une définition de traction, mais pas pour les voitures, mais dans le contexte. Ça, c'est un truc qui est bizarre aussi, c'est d'utiliser Google pour chercher des définitions de mots. Quand on bute sur un mot, des fois en fait on cherche, puis des fois en fait ça nous fait un peu de taper le mot, de faire des recherches, mais en fait il y a des définitions de tout sur Internet. Donc du coup, même sur les nouveaux concepts, souvent vous aurez une définition. Il suffit de taper définition plus le mot si vous êtes un peu perdu. Donc là, je vais vite passer ça parce que normalement c'était pour le coup l'intro. Donc nous, je vous disais, on existe depuis. C'est un vieux slide d'ailleurs, en fait, je ne le mets pas suffisamment à jour. On existe depuis 15 ans. On a 10-12 collaborateurs en France. On a différents partenaires dans différents pays, c'est pas le plus important.
les gens avec qui on travaille, ils ressemblent toujours à peu près à ça, donc plutôt des grosses sociétés, parce qu'elles sont convaincues que sur 2-3 sujets, on est très très pointu. Voilà, donc ça, on en a déjà parlé. Le papillon digital, c'est ma première synthèse. Je vous disais, je soulignais l'importance en fait de ne pas se laisser submerger par l'information, de qualifier l'information, de séparer un peu ce qui est intéressant de ce qui l'est moins, et de faire des synthèses. Au bout de 2-3 ans d'Internet, en 98, je me suis dit, je ne m'y retrouve plus, il y a trop de choses. Je me pose et je vais me faire ma petite synthèse du web marketing. À l'époque, j'avais cherché des bouquins qui parlaient du web marketing, enfin, qui faisaient justement des synthèses un peu exhaustives sur le web marketing. Je cherchais le Mercator du marketing sur Internet, ça n'existait pas. Donc du coup, je me suis dit, bon bah, je vais classer ça en fait dans des répertoires, et puis petit à petit, j'ai agrégé ça dans un document, et puis j'ai fini par accoucher par quelque chose d'assez large. Et j'ai fait 2 synthèses sur les stratégies de développement sur Internet et sur le fonctionnement de ce nouvel écosystème qu'on appelait la nouvelle économie, l'économie Internet, etc. Et de façon un peu curieuse, les modèles que j'ai défendus là, alors qu'Internet ça se renouvelle rapidement, ont résisté bien jusqu'en 2011-2012, jusqu'au moment où le marketing mobile, pour le coup, a commencé à changer vraiment, pour le coup, les règles du jeu. Mais pour le vieux web, le web qui passe par les écrans d'ordinateur et par les sites web normaux, pour le coup, ce qui était dit là-dedans en fait, est encore relativement valable. Même si l'achat de mots-clés a changé tout un tas de choses. Alors là, je voulais vous mettre le doigt en fait, sur plusieurs réalités, des fois un peu compliquées. Donc en même temps, on a alors, l'Internet, c'est pas que l'e-commerce, c'est bien d'autres choses, mais on va dire le rythme de développement de l'e-commerce en fait renvoie aussi au dynamisme de l'Internet en général. Donc ça, vous avez les chiffres. Le chiffre d'affaires de l'e-commerce en France entre 2005 et 2013. Donc vous voyez que quand moi, la plupart de mes clients normaux me disent, moi, mon secteur d'activité, il est flat. Flat, ça veut dire que le chiffre d'affaires en fait, du secteur d'activité dans l'économie normale est à 0% de croissance, moins 0,5 ou 1% de croissance. Là, l'e-commerce, c'est pas du tout la même histoire. Donc ça se développe au rythme de 10, 15, 20% par an, suivant les années, depuis une dizaine d'années. L'e-commerce, concrètement, ça veut dire que les gens qui sont le client moyen en e-commerce, il réalise à peu près 16 achats par an. En tout cas, ça c'était valable, je crois, il y a une ou deux années. Donc un peu plus d'un achat par mois. Il dépense en moyenne 87 euros. Il y a des sites qui sont pile poil dans la moyenne, donc mes sites de chaussures dont je vous parlais tout à l'heure, Sarenza, Lal, etc., qui sont dans les 80. Et il y a des sites qui sont franchement en dessous et d'autres qui sont franchement au-dessus. Par exemple, lorsque vous achetez du cosmétique, vous êtes plutôt à 20-25 euros de panier d'achat moyen. Et lorsque vous achetez des voyages, vous êtes plutôt à 1000-1500. Donc là, pour le coup, le 87 euros veut tout, pour le coup, et rien dire. Et au global, les gens dépenseraient en moyenne, dépensaient cette année-là en moyenne 1400 euros. Et ça a tendance à augmenter assez fortement. Autant le nombre de cyberacheteurs maintenant n'augmente plus autant qu'il a augmenté fut un temps, autant le volume d'achat réalisé par chacun sur Internet a tendance à augmenter. Donc on pourrait résumer ça, lorsque vous avez goûté à vente privée, vous avez tendance à y revenir pour le coup un peu régulièrement. Quels sont les secteurs qui sont au top du e-commerce? Alors au top en chiffre d'affaires, en bénéfice. en bénéfice, moi je dirais que ce sont plutôt les... Alors, en chiffre d'affaires, je vais déjà répondre à ça. Tout ce qui est vente de matériel électronique, ça marche du feu de Dieu depuis longtemps. La vente de voyage, ça marche bien. La nourriture, depuis que les drives se sont lancés, marche beaucoup mieux. En gros, aussi longtemps qu'on avait que des acteurs, les 4 startups spécialisées dans Telemarket, ça restait un peu confidentiel, notamment parce qu'il n'y avait pas la logistique pour livrer tout le monde dans toutes les villes. Maintenant, c'est le cas. Les vêtements, notamment depuis le développement de vente privée, en fait, ça marche bien aussi. Et après, j'aurais tendance à dire un peu tout ce qui n'est pas trop lourd et qui n'a pas besoin trop d'être testé, d'être touché. Livre et musique, par exemple? Ah bah oui, vous voyez bien le nombre de libraires en fait qui ferment à cause d'Amazon. Bien sûr. Après la musique, ça se vend un peu mieux maintenant sur Internet que ça se vendait, mais avant c'était pénalisé par la vente le téléchargement de musique pirate pour le coup. Mais effectivement, ça c'est un des produits qui s'est vendu parce que c'était léger à expédier et ça allait encore assez cher à l'époque par rapport au poids,
qui s'est vendu assez rapidement. Mais il y a peu de choses qui ne se vendent pas sur Internet. Fort de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous tapez études e-commerce ou secteur e-commerce dans Google et vous allez avoir une réponse beaucoup plus précise que celle que je peux vous donner là. On vend du service, c'est plus cool parce qu'il n'y a pas de transport. Lorsqu'on vend du service, C'est mieux de vendre du service par Internet alors, parce qu'il n'y a pas de moi transport. c'est une de mes thèses que je développais dans le papillon digital. L'idéal, c'est de ne pas avoir besoin en fait, d'expédier les choses. Parce que dès que vous avez des stocks en fait, à gérer, que vous devez supporter des frais d'expédition, et qu'en plus vous vous retrouvez avec tous ceux qui ne s'y connaissent pas en Internet, en gros la plupart des boîtes qui ont débarqué dans l'e-commerce, des boîtes normales qui ont débarqué dans l'e-commerce dans les 5 dernières années, il y a énormément de concurrence, et donc du coup à un moment donné ça fait baisser les prix, et comme les marges en fait sont pas si énormes que ça, c'est pas très bon. Moi ce que je dis souvent, c'est que c'est mieux de lancer un kebab que de lancer un site d'e-commerce. C'est moins glorieux, c'est moins sexy, ça fait moins rêver en fait dans les dîners, mais alors c'est beaucoup plus rentable que la plupart des sites d'e-commerce. En revanche, moi, il y a des segments sur lesquels je crois plus, c'est tout ce qui est léger et sur lesquels on réalise des fortes marges. Par exemple, moi, ça fait longtemps que je me dis il faudrait que je lance un site de vente de lentilles de contact. Parce que ça, ils font... Pardon. Ça commence à exploser. Ça se développe. Ça existe depuis longtemps. Alors, Ma lentille. Ma lentille, oui, et moi je pense qu'ils n'ont pas le bon chère, modèle. Oui, mais il y a une alors, réglementation de merde. Enfin, c'est assez compliqué pour faire de l'argent. Après, les kebabs, ça existe depuis longtemps ou pas? Bah oui, c'est pas pour ça que c'est pas rentable aujourd'hui. Donc ça, c'est souvent sur Internet, on se dit ça existe déjà, donc c'est pas la peine d'y aller. Bah non, parce que outre le fait que t'es pas sûr que ceux qui y sont allés l'ont fait de la bonne manière, parce que Sarenza, par exemple, quand ils se sont lancés, ils ont failli mourir. Hein. Ils ont été rachetés en 2007 ou 2008 par un fonds, la direction a complètement été changée, et c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé la formule magique, à la fois en fait au niveau technique, mais aussi au niveau de la gestion pour le coup de l'entreprise. Et des fois en fait on se dit il faut que je trouve une nouvelle idée d'un truc qui n'existe pas pour prendre ma place sur Internet. En réalité c'est peut-être pas ça, c'est déjà regarde ce qui marche et ce qui marche pas, parce que c'est peut-être mieux d'aller sur les secteurs où il y a déjà des gens qui font des bénéfices sur Internet que sur les autres. Puis là il faut gratter les chiffres, aller dans société.com pour voir les bilans des boîtes. Et après, peut-être que toi tu peux le faire mieux en exécution. Moi ce que je dis souvent c'est que c'est l'exécution qui compte plus que l'idée. Tout le monde n'a pas la capacité à inventer des nouveaux trucs qui correspondent en fait à inventer des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont plaire aux gens. En revanche, la plupart des gens, il y a plus de probabilité qu'ils fassent mieux, enfin, ils ont plus de chances de mieux faire que d'autres qui se sont lancés s'ils grattent un peu, s'ils apprennent un peu, s'ils tirent des enseignements de ce qui a été fait avant, que de lancer des nouveaux produits. Mais là, la lentille, voilà. vous allez avoir le même problème de logistique aussi. Ah ben non, parce que moi quand j'envoie des lentilles, ça me coûte zéro quasiment en frais d'expédition. Vous envoyez une bouteille de vin, là c'est super lourd à expédier. Je confirme parce que j'ai travaillé pour une start-up justement qui lançait son site, qui existe encore, j'espère pour eux, Oui, de champagne Oui. en ligne. Et je les voyais galérer tous les jours Ah, mais parce c'est super que dur. c'est hyper lourd en termes de logistique. Exactement. Autant le site est communiqué sur le contenu du site, ça c'est quelque chose de facile, mais il y a tous les frais derrière qui sont compliqués et qui ont tendance à tirer vers le bas Exactement. l'entreprise et à pas lui permettre d'exploser. La lentille pour moi c'est un bon truc parce qu'on sait que les opticiens sont parmi les commerçants qui gagnent le plus et qui font les marges les plus hallucinantes. Et là du coup à chaque fois qu'il y a des secteurs comme ça, vous pouvez aller sur Internet, si vous êtes bon en référencement naturel, entre guillemets, vous ferez peut-être pas 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais vous pouvez faire les 400 000 qu'il vous faut pour faire 200 000 euros de marge, parce que je pense qu'ils sont bien sur des coefs à C'est quand même bizarre que Sensi se plante. Qui ça? Simoncini, mythique, Ah, qui a lancé Sensi, donc la vente de lentilles sur Internet. oui. Le mec, il a quand même inventé le mythique, machin et tout. Il se plante. Alors il n'a pas inventé Mythique, il a copié Match. Bon, alors il a copié. Ah oui, mais c'est il a vachement pas- différent. Mais est-ce que Mythique est rentable? Et Mythique, il s'est développé. Mythique était rentable quand il a revendu. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, qu'ils se sont fait racheter. Mais Mythique, ça s'est développé grâce à de la pub à la performance. Donc ça, c'est un savoir-faire qu'il a maîtrisé. Et à l'époque, vu le nombre d'acheteurs qui achetaient le mot, je ne sais pas, rencontre,
Donc il y avait des programmes d'affiliation, c'est des systèmes de commissionnement des apporteurs d'affaires sur Internet qui étaient dans le domaine de la rencontre. Puis c'était pas au meilleur moment, c'était en 2002 qu'ils se sont lancés Mythique ou quelque chose comme ça. C'était là où les startups avaient cramé tout leur argent. Donc il y avait une pression pub qui était pour le coup inférieure. Et là, ils se sont développés largement là-dessus. Maintenant, lui, moi, pour ce que j'ai pu en comprendre, il est très bon sur ce type de modèle. Donc, relancer un site de rencontre 10 ans plus tard, ou enfin 13 ans plus tard, et utiliser d'autres techniques, on ne sait pas pour le coup s'il serait aussi bon. Et je ne sais pas. Mais en l'occurrence, moi, je miserais sur le référencement naturel, parce que je sais que là-dessus, il doit y avoir 15 sites qui se battent vraiment. Et moi, je sais qu'on a une chance d'être meilleur que cela. Pas forcément numéro 1, mais numéro 2, 3, 4, quelque chose comme ça. Et pour faire les 400 000 € de chiffre d'affaires dont je vous parlais, ça suffit. Si je veux en faire 5, là, il faut que peut-être que je me lance dans l'affiliation, que j'achète des mots-clés dans Google, mais pas de n'importe quelle façon, pour augmenter en volume. En revanche, ça c'est un des problèmes, c'est que je pense que tous ceux qui font la course aux chiffres, ils ont des problèmes de volume, ils sont obligés d'acheter beaucoup de mots-clés dans Google, de faire beaucoup de référencement naturel. Et moi, pour ce que je peux en comprendre, à un moment donné, il y a du chiffre d'affaires qui n'est pas trop cher à aller chercher, mais dès que je veux dépasser le million, les 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est plus dur. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, il faut que je mette plus de moyens. À 400 000 €, je peux me permettre d'être bon sur une ou deux techniques, ça me suffit, je suis sauvé. À 3 ou 4 millions, je pense qu'il faut aller pour le coup au-delà. Et sur les lentilles, je pense qu'il y a un modèle qui n'a pas trop été poussé jusqu'au bout, c'est l'abonnement. C'est un truc qui est con, c'est renouvelable, et pour le coup, il y a très peu de sites qui proposent un renouvellement automatique. Même Amazon, par exemple, c'est seulement depuis quelques mois, je crois, qu'ils proposent de vendre des rasoirs sur lesquels on fait des belles marges aussi, si ce n'est pas des rasoirs premier prix, sous forme d'abonnement. Alors que si un truc qu'on renouvelle, c'est bien pour le coup le rasoir. Et là, par exemple, sur tout ce qui est abonnement, pour moi, il y a des modèles pour le coup à construire ou à pousser en l'occurrence. Donc moi, un truc qui est léger, qui est cher, comme je ne sais pas, sur lesquels on fait des belles marges, comme les lentilles ou le thé, ça fait aussi partie des trucs que j'ai en tête, et qu'on ne trouve pas forcément pour le thé quand on est un vrai amateur de thé. On aime bien je ne sais pas comment ça s'appelle, les grands crus, enfin on a ses goûts. Et quand je suis en province, moi j'ai vachement du mal à trouver, j'ai pas beaucoup de choix en fait dans l'été. Il faut que j'aille à Orléans, à Paris, où il y a du mariage frère, où il y a je ne sais plus, les autres frères qui sont aussi connus. Donc voilà, exactement, voilà. Et voilà, et bien là sur Internet, je peux permettre à des provinciaux d'avoir tout l'été qu'ils veulent, qui sont prêts à payer cher, parce que de toute façon, pour l'instant, c'est pas encore la guerre des prix sur l'été cher. Et c'est facile à expédier, ça coûte pas cher. Et ça se renouvelle, et c'est sur abonnement. Ben là, je dis, il y a peut-être 2, 3, 400 000 € de chiffre à faire à l'année pour nourrir 4-5 personnes et pour faire 20 000, 30 000 € de bénéfices pour le coup à la fin de l'année. Et c'est moins intensif en capital, cette activité-là, que par exemple le Blablacar, qui a quand même dû, pour se développer, lever, je crois, 100 millions d'euros, je crois, auprès de la CNCF et d'autres, pour le coup, d'autres boîtes. Et Blablacar, j'arrive pas à savoir s'ils sont rentables ou pas. C'est pas que j'arrive pas à savoir, c'est que j'ai pas La SNCF est partie prenante dans Blablacar. Oui, c'est ce que je disais, ils ont mis de l'argent dedans. Ouais. Combien? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'ils ont levé 100 millions d'euros pour se développer partout en Europe. Donc 100 millions d'euros, c'est pas du tout le truc pas cher qu'on nous vendait sur Internet au départ. Un autre éclairage aussi du dynamisme de l'Internet, c'est le dynamisme de la pub sur Internet, et avec plein de choses pour le coup à dire. Il y a une étude qui est sortie l'année dernière qui dit que les investissements en pub au sens très large sur Internet, donc à la fois l'achat de bannières, de vidéos sur Internet et de mots-clés par exemple dans Google, dépassera en fait en 2016 aux États-Unis les investissements en pub à la télé. Donc ça c'est une réalité, la part des investissements en publicité dans le digital, donc la création d'un site c'est pas de la pub, mais vraiment l'achat de la pub, dépasse, prendre la part de marché par rapport aux investissements en pub dans les autres médias. Un petit reflet de cela, ce sont des chiffres que j'ai trouvés en fait sur la pub sur Internet, sur la droite là. La publicité sur la télé classique, taux de croissance en 2015 prévu 0%, sur la radio négatif,
display, donc l'achat de pub classique sur Internet, petite croissance, l'achat de publicité sur le mobile, plus 50% de 2014 à 2015. Et encore, on en est pour le coup qu'au tout début. Et la pub sur les autres, pour le coup, les autres supports, ça ne se porte pas si bien que cela. La vidéo, elle est dans votre display? La vidéo, je ne sais pas si elle était dans cette étude-là. J'ai pas regardé en fait la méthode de l'étude et je ne jurerai pas. Ça m'étonne que effectivement. Parce que c'est ce qui tire aujourd'hui la pub sur Internet, plus que le display qui crève quand même. Alors moi je pense que c'est le RTB et l'achat de mots-clés qui tirent le plus sur Internet. Mais en tout cas, parce que généralement Chez les gros annonces. Vidéo et display, ils mettent tout ensemble. Ouais. C'est possible que ce soit dedans, je ne jurerai pas. Et en même temps, RTB, C'est quelle source ça? c'est lorsque j'achète de la pub, pas sur Canal+, parce que c'est un beau site, mais via les plateformes qui lui permettent de toucher les gens en fait en fonction de leur profil. C'est-à-dire on parlera de ça tout à l'heure. Là on ne va pas rentrer trop dans les détails, sinon on n'a pas le temps. Un autre éclairage de cela, on va dire du développement de la pub sur Internet, c'est le prix du clic moyen sur Google AdWords. Donc Google AdWords, c'est 50% des investissements en pub sur Internet. Donc on parle du mobile, des bannières, de la vidéo, etc. En attendant, la moitié des sous que dépensent les marques sur Internet, c'est acheter de la pub par mot, pour acheter des mots-clés dans Google. Parce que c'est là que passe l'essentiel des gens. Comme ils sont nuls en référencement naturel, parce que c'est trop compliqué, il leur reste que la partie publicitaire. Je pense le train, mais c'est pas loin de la vérité. Et c'est un système d'enchères. Donc si vous voulez en fait être numéro 1 sur le mot chaussures, par exemple, à la place de Sarenza, il faut que vous acceptiez de payer le visiteur, le clic, plus cher que ne l'a payé Sarenza. Donc Sarenza le paye peut-être 2 € du clic, donc c'est quand même assez cher parce qu'un clic c'est pas un acheteur. Elle le paye à qui? À Google. À Vous Google. achetez de la pub à Google. Mais à la limite, il faudrait qu'elle le paye auprès de chacun des différents. C'est Google. Il n'y a qu'un seul moteur de recherche qui marche en ce moment. C'est pas les sociétés. Il n'y a qu'un seul moteur de recherche. Google, il y a aussi, il y en a d'autres. Il y a... Vous les avez utilisés quand la dernière fois, les autres? C'est peut-être un intermédiaire que vous avez utilisé et qui ensuite Il y a qui a acheté pour vous. MSN. Oui. Vous l'avez utilisé quand la dernière fois, MSN? Eh ben, hier, avant-hier, le dernier jour. Vous Oui, non, mais c'est d'accord. parce qu'on me l'a programmé, c'est pour ça. D'accord, MSN c'est 2% de part de marché, donc c'est pas là que se joue le jeu. Donc en gros, si vous voulez avoir du trafic de recherche, il faut forcément être dans Google. 90%. Je pense que c'est au minimum 90%. D'accord. Donc voilà, donc quand vous achetez des mots dans Google, vous achetez chaque visiteur. Donc chaque visiteur qui va cliquer sur votre annonce et qui va venir sur votre site, c'est sur le mot chaussure, ça doit être entre 1 € et 3 €. Donc c'est ultra cher parce que quand vous avez un visiteur chez vous, c'est pas pour autant qu'il achète. Le taux de transformation des visiteurs en acheteurs, lorsque vous êtes à 1%, c'est génial. Moi, la plupart des marques que je vous ai citées là, elles sont largement en dessous du pourcent. 1 € par visiteur, j'ai besoin de 100 visiteurs quand je suis très bon pour avoir un acheteur, ça me coûte déjà 100 € la transaction. Donc, c'est pas mirifique. Et Google vous dit oui, mais eux ils payent déjà ça, si tu veux te passer devant eux, il faut que tu me payes plus cher le visiteur. Donc peut-être un 10, un 20, un 30, un 40, un 50. Et c'est ça qui fait la fortune de Google. En moyenne, sur ces différents secteurs d'activité, voilà quel est le prix du clic aux États-Unis. Ils ont 2-3 ans d'avance sur nous, donc nous souvent on est un petit peu en retard par rapport à eux. Et voilà. Donc dans l'automobile, le prix du clic, que ce soit sur automobile ou n'importe quel modèle d'automobile ou même une expression très précise, parce que le mot automobile, je pense qu'il doit bien être à 5, 6, 7, 8 $, le mot automobile. On est à 1,57 $, y compris les mots-clés qui ne sont pas très convoités, pas très recherchés. Dans le domaine de l'éducation, 4,30 $, le clic. Dans le domaine de la finance, assurance, c'est ça, assurance, crédit, etc., 2,61 $. Dans le domaine de la santé, 2 $. Décoration, jardinage, etc., 1,30 $. Tout ce qui est relatif aux avocats, 5,82 €. Télécommunications, 1,35 €. Donc en gros, un clic chez Google, sur un secteur d'activité grand public, ça vaut tout de suite 1 $. Et ça n'arrête pas de monter. Au premier trimestre 2012, on était à 86 cents dans le domaine de l'automobile. Là, c'est un des secteurs où ça a le plus progressé. Maintenant, on est à 1,57 €. Dans le domaine de l'éducation, 2,95, 4,30. Et ça, c'est seulement en 2 ans.
Et sachant qu'en 2012, le secteur, enfin la vente de mots-clés, c'était déjà un vieux truc aux États-Unis, c'était pas nouveau, hein, mais ça continue de monter. Donc ça, c'est une des autres caractéristiques de la pub sur Internet, mais qui est très particulière à Google. Comme Google organise des Google Academy partout dans le monde, il y a de plus en plus d'acheteurs, il y a de plus en plus de gens qui entrent dans la salle d'enchères pour être positionnés sur un mot, et donc du coup, ça fait monter les enchères. Et il y a une inflation sur le prix de la pub sur Internet, mais sur le prix de la pub, d'une certaine forme de pub pour le coup, sur le web, qui est Google, parce que c'est le premier pourvoyeur de trafic aujourd'hui en fait sur les sites commerciaux. Il y a deux choses pour moi qui peuvent contrebalancer ça, c'est la pub dans Facebook et la pub en RTB, là le truc compliqué dont je vous parlais, qu'on détaillera tout à l'heure. Alors ça c'est pour le vieil Internet, celui qui passe par les écrans normaux et les claviers d'ordinateur. Il y a un nouvel Internet qui a commencé à se développer, on va dire en 2007-2008, lorsque les ventes d'iPhone ont commencé en fait à décoller, c'est l'Internet mobile. Et l'Internet mobile, ça veut dire plein de choses, c'est un peu nébuleux, c'est à la fois les smartphones souvent et les tablettes dans les études. Donc moi je dis les tablettes ce sont plus des remplaçants des ordinateurs normaux parce qu'on n'utilise pas si souvent que ça en fait en situation de mobilité. Et le vrai Internet mobile pour moi ce sont plutôt les smartphones. Donc là on voit le développement des ventes d'iPhone entre 2007 je crois et 2013. Donc là on voit que ça s'est fortement développé. Alors que dans le même temps la part de marché d'Apple tendait à diminuer au profit de qui ? Du système d'exploitation en fait, de Google qui est Android. Donc là, vous voyez, vous avez les développements de vente de smartphones entre 2011 et 2013, pardon. Et là, vous voyez que même si les ventes d'iPhone en bleu foncé se développent beaucoup, les ventes de téléphones sous Android se développent encore beaucoup plus rapidement. Et une des prédictions qui avait été faite en fait dès 2012, c'est qu'à partir de 2014, le trafic, en fait, le nombre de connectés mobiles versus le nombre de connectés fixes, en fait, serait à l'équilibre, et qu'à partir de ce moment-là, ce serait le nombre de connexions mobiles, en fait, qui deviendrait majoritaire dans le monde. Donc pour nous, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a tous des ordinateurs et tous les gens n'avaient pas un smartphone connecté à Internet, mais il y a plein de pays émergents, notamment la Chine et l'Inde, où il y avait beaucoup moins d'ordinateurs, mais en revanche tout le monde avait un téléphone, pas un smartphone même. Et donc du coup, petit à petit, le marché s'est déplacé. Donc aujourd'hui, il y a plus de connectés mobiles dans le monde que de connectés fixes. Et en même temps, il faut regarder ce qu'il y a derrière, parce que autant il y a certains secteurs, par exemple comme dans les pays émergents, qui ont pas mal profité du développement de l'Internet mobile, comme par exemple la banque, c'est pas pour autant que l'e-commerce a explosé en fait dans ces pays-là. Parce que si je veux que l'e-commerce se développe, c'est mieux s'il y a des cartes bleues, et malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, il n'y a pas des cartes bleues en fait partout dans le monde. Et puis de toute façon, si je suis connecté à Internet en mobile, c'est peut-être pas toujours pour faire exactement la même chose que ce que je fais sur le fixe. Donc en l'occurrence, là vous voyez, pour refléter ça, ça résume pas le problème, mais ça c'est symptomatique. Ça, c'est la liste des applications les plus téléchargées. Qu'est-ce qu'on voit qui est plus téléchargé? C'est Messenger, c'est l'application de chat de Facebook. Ensuite, il y a Facebook tout court, pour le coup en général. Il y a une radio, donc il y a pas mal de médias qui sont consommés en fait via le mobile. Instagram, un réseau social. Snapchat, un réseau social. Clash of Clans, Bubble Shooter Galaxy. Donc ce sont des jeux, et puis l'application qui est très téléchargée en 5e position, c'est celle qui permet de transformer votre smartphone en lampe torche. Et là, j'ai pas Amazon, j'ai pas Sarenza, etc. Donc l'utilisation des smartphones... Ça c'est en France? Non, ça c'était aux États-Unis. L'utilisation des smartphones, et moi, d'après les recoupements entre les différentes études que j'ai pu faire, est lié à 25% du temps d'utilisation des smartphones, c'est du social, email, social, réseau social, etc. 25% de jeux, 25% de moi ce que j'appelle les applications universelles,
mais c'est pas le mot reconnu, c'est Google Maps, la RATP, Voyage SNCF, etc. Et le reste, 25% pour tous les autres. Donc on dit qu'il y a 800 000 applications, 1 million d'applications sur les stores. Il y en a 5 000 à mon avis qui trustent l'essentiel des usages. Et puis il y a les 790 000 autres qui se partagent en fait un tout petit bout de gâteau. Et c'est pas étonnant que vous ayez des problèmes en fait, pour monétiser, en fait, pour rentabiliser vos applications, parce que sauf si on a une application, on a beaucoup de moyens et on lance un réseau social et puis qui marche, bah pour le coup là c'est le jackpot, enfin ça peut être le jackpot en audience en tout cas, et voilà. Ou alors on lance un jeu et puis il y en a un 1 sur 1000 qui explose. Et là pour le coup ça peut franchement bien marcher. Vous vous souvenez de Angry Birds par exemple, Angry Birds, le jeu en fait où on lançait avec un lance-pierre en fait des oiseaux et qui était chargé d'aller détruire en fait des petits édifices. Ça ne vous dit rien, ça, Angry Birds? Bon. Ça c'était très à la mode, je ne sais plus, il y a 2 ans ou pour le coup 3 ans. Donc voilà, donc c'était un jeu bête comme chou, un peu comme on aurait trouvé sur une Game Boy il y a 20 ans. Mais souvent ce sont ces jeux-là en fait qui marchent bien. Et Bubble, Shooter ou Galaxy, je pense que ça doit être un truc très simple. Et quelles sont les applis les plus rentables aujourd'hui, mis à part ce que vous avez cité? Sur une courte période, ça va être les jeux. D'accord. Enfin plutôt, ça va pas être les jeux, ça va être certains jeux. Le 1 pour 1000 qui cartonne. Mais sur une courte période, parce qu'au bout d'un moment, le fait d'envoyer des oiseaux avec des lance-pierres, ça ne vous amuse plus. Donc Angry Birds, l'éditeur d'Angry Birds qui était cité comme la méga success stories, ultra rentable, etc. Maintenant ils ont un peu de mal parce qu'ils ont du mal à trouver le remplacement de Angry Birds. Ils ont lancé des parcs d'attractions aux couleurs d'Angry Birds. Ils ont lancé des pluches aux couleurs avec les Birds. En dépit de tout ça, ils ont du mal, ils ont dû licencier des gens l'année dernière. Ça veut dire que toute société qui a monté son application, ce n'est qu'une sorte de diversification, mais en aucun cas une rentabilité. Ah non. Il y a Facebook, je pense que ils étaient très déficitaires avant qu'il y ait le mobile, et ils sont devenus très bénéficiaires maintenant. Et c'est le mobile qui les a sauvés. Oui, mais à la fois parce que c'est l'application quasiment la plus utilisée sur n'importe quel smartphone en moyenne, et à la fois parce qu'ils ont trouvé la façon de monétiser. Pendant très longtemps, les gens disaient « Oh là là, il y a la moitié de l'audience de Facebook qui est sur mobile, mais la pub qu'on avait avant sur le côté de Facebook, sur les grands écrans, il n'y avait pas de côté sur... Et puis tout d'un coup, ils se sont laissés lobotomiser par les gens qui parlaient de native advertising. Donc le native advertising, c'est le fait de dire, on va plus dire que la pub c'est vraiment de la pub, on va essayer de la fondre dans le contenu. Donc avant ça s'appelait publi rédactionnel, dans la presse traditionnelle, maintenant ça s'appelle native advertising. Et du native advertising dans Facebook, c'est vous avez une news, une publication sur votre mur en fait qui émane d'un de vos potes, une publication qui émane de Hermès parce que vous êtes un follower de la page d'Hermès sur Facebook, et puis vous avez une publication d'un annonceur de Facebook. Et donc du coup ça leur a permis de prendre, je pense, 30% de la pub mobile. Ah d'accord. La moitié, la moitié c'est Google, je pense 30% pour Facebook, et puis le reste pour les 300 boîtes qui vendent de la pub sur les gens mobile. des applis comme My Little App, etc. Alors parce qu'on en entend parler partout, si on l'a pas, on est complètement alors moi je n'ai pas My Little App, je ouais, mais c'est plus pour les filles quand même. Ah bah voilà, c'est quoi? C'est l'application de My Little Paris. Vous savez, ce site qui envoie, si vous êtes abonné, puis vous recevez des cadeaux chaque mois. D'accord. Vous les payez, mais c'est assez sympathique. Est-ce que ça marche? Parce alors, celle-là, j'ai pas le détail, mais pour moi, My Little Paris, qui est devenue une filiale d'une boîte américaine, me semble-t-il. Ça a été racheté par Ophélia. Ah bon? Ah bah alors non, dans ce cas-là, je me suis trompé. Moi, je pense qu'ils doivent être juste à l'équilibre, mais je n'en suis pas sûr. Je pense qu'eux doivent être rentables, parce que je les ai vus un petit peu. Et j'ai creusé un petit peu, normalement eux doivent être rentables. Est-ce que leur appli, c'est un élément de leur stratégie globale qui est nécessaire mais pas forcément rentable, ou est-ce que c'est quelque chose de rentable intrinsèquement? Je ne sais pas. Une appli comme WhatsApp qui appartient à Facebook, oui. Comment est-ce qu'il se rentabilise? Parce qu'il n'y a pas de pub sur WhatsApp. Alors, moi j'étais très dubitatif pendant très longtemps, et comme tout à l'heure, j'ai pris une précaution, je vous ai dit tout ce que je vais vous dire, ça a de la valeur, c'est à peu près vrai, mais j'ai pas la vérité absolue.
En l'occurrence, moi, j'avais comme conviction, jusqu'à ce que Facebook fasse la démonstration du contraire, qu'un réseau social, ça ne pouvait pas être très rentable. Pourquoi? Parce que du social, pour moi, c'est les réseaux sociaux, grosso modo, ça consiste à s'échanger des messages, et ça fait de l'audience, parce que c'est très demandé, mais tous ceux qui s'étaient positionnés là-dessus, notamment les systèmes de messagerie, comme Gmail, Hotmail, Yahoo Mail, etc., n'avaient jamais réussi à rentabiliser. Parce que quand je vais sur Gmail ou sur Yahoo Mail, j'y vais pour échanger des informations, enfin pour lire des mails, pour renvoyer des mails, mais pas forcément pour acheter des produits à la marge. Donc du coup, c'est pas le moment de me faire suer avec de la pub. Donc du coup, pour moi, c'était ça la base. Et finalement, Facebook a réussi, avec son système de publication, où on reçoit aussi des publications de marque, du coup à mettre de la pub dedans, et a réussi à démontrer que c'était rentable. Il y a des Asiatiques aussi, des réseaux sociaux asiatiques, qui ont réussi à vendre des objets virtuels. Donc par exemple, à vendre des smileys. Pour moi, c'est super bizarre. En fait, quand on envoie en fait, des messages, des fois on met des petits smileys. Il y a des réseaux sociaux en fait, mobiles asiatiques qui ont réussi à vendre des smileys. Pour moi, ça me paraît curieux. Il y a des fois, en fait, ces réseaux-là testent des formes de monétisation, et dans les 9 cas sur 10, ça ne marche pas et ils meurent. Donc c'est le sort de la plupart des réseaux sociaux. Et puis une fois sur 100, c'est le jackpot pour le coup. Nous, on les avait achetés au départ, nos smileys sur nos smartphones. Pardon? On les avait achetés au départ. Il fallait bien télécharger l'appli et ensuite on payait pour avoir les smileys. Alors pour moi, c'était un peu abstrait. Ça ne pouvait pas faire des centaines de millions d'euros. Et en l'occurrence, ça l'a fait en fait dans plusieurs pays asiatiques. C'est Emote ou je sais pas quoi ça? Probablement, ouais. Donc voilà, donc de temps en temps, il y en a qui marchent. Voilà. L'important, de toute façon, vous, par rapport à vos problématiques d'entreprise, ces réseaux sociaux, c'est super loin. La seule chose qu'il y a besoin de comprendre, c'est que ça mange la moitié du temps de consommation des smartphones, et la moitié, un quart du temps de consommation. L'autre quart, c'est les jeux. Et le troisième quart, ce sont les grosses applications du style Voyage SNCF, Google Maps, etc. Et à vous, il vous reste qu'un tout petit peu de place en fait sur les smartphones. Mais parfois en entreprise, il faut qu'on pense international aussi. Oui. Pour ça que... Mais ce qui n'empêchera pas que vous ne vous transformerez pas en réseau social, ni en application de jeu, ni en service universel. Donc même à l'international, entre guillemets, ce sera la même chose. Et après, en revanche, Inde, Chine, pays émergents, ça se traite de façon très différente de... Visiblement, oui. Ils ont une relation à leur mobile qui est complètement différente de la nôtre. Dans chaque pays, je pense que vous pouvez le dire, donc les Indiens et les Chinois, je pense qu'ils utilisent le mobile d'une façon différente, et je pense que les Kenyans ou les Maliens ou les Marocains, même à l'intérieur de l'Afrique, ce sera encore vachement différent. Mais après, il y a vraiment les pays émergents dans lesquels l'Internet, c'est plus du mobile en moyenne que pour le coup que du fixe. Et là, il y a peut-être plus de choses pour le coup à faire passer. Et si vous êtes dans un pays émergent où il y a une classe moyenne en fait, qui est un peu développée, peut-être que vous pouvez, quand vous êtes un réseau social, leur faire payer très cher des choses qui ne valent rien. J'en sais rien. En tout cas, de toute façon, ce qu'il faut au minimum maintenant, et pas pour faire plaisir à Google, c'est avoir des sites qui se lisent à peu près correctement en version mobile, c'est-à-dire qui sont responsive, c'est-à-dire lorsqu'on appelle la page, qu'elle soit appelée à partir d'un ordinateur fixe ou d'un smartphone, elle s'affiche à peu près correctement. En revanche, il n'y a pas forcément urgence à développer une application qui coûte aussi cher à développer qu'un site, parce que de toute façon, il n'y a pas de la place pour les applications de tout le monde sur un smartphone. Les applications universelles, les jeux, les réseaux sociaux, il y a de la place. Pour les applications de gens qui vendent des trucs ordinaires, il y a moins de place. En revanche, eux, ils vont aller dans Safari ou dans l'application de recherche mobile de Google, ils vont taper des mots et ils risquent de tomber sur votre site mobile, sur la version mobile de votre site. Et ça, il y a absolument besoin de cela. Est-ce que quand on crée un site, il doit être tout de suite responsive design? Alors, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir les deux? Alors, gros débat, moi j'aurais tendance à dire concevez-le en responsive design aujourd'hui, sachant que responsive, ça veut dire j'appelle la même adresse de site, la même page à partir d'un smartphone ou d'une tablette ou d'un ordinateur, ça s'affiche à peu près correctement. Par opposition à avoir deux sites, un site mobile, m.neodia.fr et www.neodia.fr, un site fixe. Jusqu'à l'année dernière, Google disait moi je préfère le responsive, et maintenant il se met à envoyer des signaux un petit peu contradictoires. Donc comme on n'est pas
là que pour faire plaisir à Google, et à un moment donné, on ne peut pas réagir, changer son fusil d'épaule tous les ans. Moi, je dis, faites un site tout responsive, ce ne sera déjà pas si mal que cela. Et lorsque vous refondez votre site, lorsque vous en créez un nouveau, responsive, en attendant qu'on ait prouvé que c'était beaucoup plus efficace du point de vue du référencement d'avoir 2 versions séparées. Donc dans ce monde qui est très dynamique, qui se développe très rapidement, tout le monde ne profite pas de la manne. Ça pourrait se retrouver en fait à 2 niveaux. Au niveau des startups qui sont montées par des jeunes qui maîtrisent 10 fois mieux que vous, soi-disant en fait Internet, le taux de mortalité des startups est énorme. Donc je pense qu'une startup qui dure, je pense que si on dit qu'il y a la moitié des startups qui durent plus de 2 ans, c'est déjà bien payé. Donc même celles qui font la couverture des magazines, qui lèvent de l'argent, qui lèvent 2, 3, 400 000 euros, qui annoncent ça en fait dans les journaux, 300 000 euros, ça permet de payer bon an mal an, en fait, pas très cher, en fait, une équipe de 5 ou 6 personnes pendant 1 an, et après, il n'y a plus de sous dans la société. Et là, et en plus, au bout d'1 an, on n'a plus forcément les moyens donc, du coup de payer des salariés. Nous qui étions les patrons super enthousiastes au départ, on va peut-être tenir en fait 1 an supplémentaire, et puis s'il n'y a pas de retour, il n'y a pas de retour, et puis en plus on n'est plus les vedettes, on est obligé de dire autour de nous que ça marche un peu moins bien que ce qu'on avait prévu, et puis souvent pour le coup on abandonne. Ça c'est suffisamment important pour qu'il y ait des gens qui se soient spécialisés il y a déjà 3-4 ans de cela dans le recyclage des start-upers dans les boîtes normales. J'ai entendu parler la semaine dernière d'un type qui avait monté en fait une structure. C'est quelqu'un qui incube des startups. Donc incuber des startups ou accélérer des startups, ça consiste à leur donner des locaux, une connexion internet, à leur donner des conseils pour mieux se développer. Et il a constaté que même en les accélérant, en les incubant, il y en avait plein en fait qui mouraient. Et qui avait un marché sur le recyclage en fait des fondateurs de startups en fait dans les entreprises normales, qui elles ne comprennent pas grand-chose à Internet et qui ont peut-être besoin de gens qui comprennent un peu mieux. Mais si même chez les startups, ça meurt autant que cela, elles ont autant de difficultés à trouver leur place au soleil, ça veut dire aussi, on peut imaginer qu'à fortiori, les grandes entreprises ont du mal, même si elles ont des sous. Souvent, elles sont moins malignes, elles sont plus rigides, elles n'ont pas forcément les bonnes personnes en fait, aux commandes du sujet Internet. Et donc, du coup, il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont en sous-performance. La plupart des marques que moi je rencontre, elles prennent 1/10 de ce qu'elles devraient prendre en clients, en trafic, en chiffre d'affaires, pour le coup, sur Internet. En France, vous parlez au niveau... C'est pareil partout. On pourrait imaginer qu'aux États-Unis, ce soit mieux, machin, etc. Le vrai fond du problème, c'est que c'est compliqué. Même moi, en 2-3 ans, entre guillemets, qui suis un instant T, quand je dis même moi, c'est pas parce que je suis un génie, mais parce que je suis dans le move en ce moment. Dans 3 ans, si ça se trouve, je suis déclassé. Alors que j'adore apprendre, je suis sur les bonnes technos en ce moment. Je peux être déclassé. Une boîte qui n'a pas le même problème que moi, j'ai commencé à bosser sur Internet, puis j'ai compris 2-3 trucs au départ, j'ai eu de la chance. Une boîte qui n'a pas tout compris d'Internet, elle met très très longtemps à prendre ses repères, donc c'est souvent entre 5 et 10 ans. Et quand elle commence à construire des choses, parce qu'elle a eu la chance d'avoir un responsable d'Internet, un responsable digital, etc., lui, il a peut-être envie de faire d'autres choses, puis il se fait débaucher pour 20% de plus par la concurrence. Et puis là, c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, et qui n'est peut-être pas aussi doué que lui, ou qui n'a pas la capacité à faire prendre le virage qu'il va falloir prendre dans 1 an ou 2, en fait, qu'avait son prédécesseur, et elle peut se retrouver déclassée. Il y a beaucoup de gâchis, quand même, moi, je trouve. Parce que, bien sûr. Venant de la Gardère, j'ai 11 ans, je l'ai passé, on a été incapable, avec les marques qu'on avait, l'EL et tout ça, incapable de prendre le virage Internet. Il a dépensé plus de 500 millions. Oui. Il se vautre encore. Et oui, et alors moi, quand même les mecs, il y a 15 ans, lorsque j'ai commencé mon job de prestataire, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes mes clients. Mais j'ai eu tellement de clients qui étaient bêtes, que je me suis dit, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et oui, c'est plus compliqué tout court. Comment ça fonctionne un site est-ce qu'il faut que le mobile, ça fait très longtemps qu'on en parle, ça a vraiment décollé à la fin des années 2000, mais en réalité on parlait de WAP déjà en fait au moment où la Gardère a commencé à s'intéresser à Internet. Bernard Arnault, qui n'est pas le pire des hommes d'affaires au sens homme d'affaires, lui il a mis aussi des dizaines de millions d'euros,
Et tous ces premiers investissements, ça a été des échecs. Donc à un moment donné, il faut se dire, attends, il y a un truc qui est peut-être un peu compliqué à comprendre. Quand on nous dit c'est une révolution, c'est la nouvelle économie, machin, ouais, il y a des vraies nouvelles logiques. Et moi, dans le petit guide que j'ai publié il y a 15 ans, je disais, attention, c'est tout le système qu'il faut revoir, et une boîte normale, c'est pas fait pour s'intégrer dans Internet. Il y a de la techno, les gens qui sont bons en pub ou en com, sur Internet, ils sont persuadés que ça va fonctionner de la même façon. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Même l'achat d'espace, c'était différent dès le départ. Sans parler du référencement, qui est un truc qui n'a rien à voir avec les stratégies de com, de promo classiques. Voilà. Et puis maintenant, même ceux qui s'y connaissaient en com, qui pouvaient se rattraper sur le fait qu'ils savaient ce que c'était qu'une marque, ce que c'était que la gestion de l'image d'une marque en général, ce que moi je ne sais pas faire, même si j'ai des idées comme tous les gens qui réfléchissent un peu. Avec la pub programmatique, tout ça, ça vaut quasiment zéro. Donc voilà. Et ça, c'est la partie émergée, parce que c'est la partie promo, alors que maintenant, quand on parle de révolution numérique, du fait de digitaliser les entreprises, c'est de faire rentrer, d'utiliser les nouvelles technos pour améliorer le fonctionnement interne des boîtes. Donc là, c'est encore, pour le coup, bien pire. Et puis la SNCF, pourquoi ils s'intéressent à Blablacar, c'est qu'ils voient bien que les gens qui avant se déplaçaient en fait pour pas trop cher avec la SNCF, maintenant que la SNCF a augmenté ses tarifs et qu'il y a des alternatives de voyage pas cher, et moi, normalement ça c'était un truc de Jones, on va dire Blablacar, l'autopartage, l'autostop, oui, on va dire, voilà. Et ben, maintenant même vous le faites, donc vous y avez recours. Et ben, du coup, c'est le modèle des boîtes traditionnelles aussi qui est attaqué. Moi, je vois les difficultés que j'ai à changer les manières de fonctionner d'une petite boîte de 10 personnes qui a que des jeunes, où je dois me battre. J'ai compris au bout d'un moment que je pense que les 3/4 des boîtes normales ne pourraient jamais faire leur évolution Internet. Parce que c'est trop compliqué, il faut obliger les gens à changer. Donc quand le changement il est choisi, quand moi je choisis le changement, donc pour moi c'est facile, entre guillemets, enfin c'est facile si je trouve la solution. Mais si on me l'impose de l'extérieur, j'aime pas. Et ben moi je pense que c'est ça le management assertif. Mais le salarié. Ouais, mais la réalité, c'est quand on veut changer les choses dans une boîte, quand on veut vraiment changer les boîtes, il faut changer l'équipe. Hein. C'est ça la vérité. Quand on nous parle de management du changement, il y a tout un tas de théories. Ça marche bien quand on prend les gens qui sont adaptés et qu'on n'a pas besoin de faire changer, on va dire en résumé. Et c'est pour ça que la plupart des grosses structures, pour le coup, ont du mal à prendre le virage. Parce que c'est de nouvelles logiques, ça remet en cause les pouvoirs des uns et des autres. Forcément, vous avez différentes générations dans une grosse structure. Donc, quand vous parlez Internet à des patrons qui sont là en train de dire mais qu'est-ce que tu me racontes, donne-moi des résultats, et qui ne captent rien. Parce qu'ils ne maîtrisent pas, donc en fait, ils sont désintéressés, c'est horrible. L'ancien système, c'est long à faire changer. En fait, c'est pas que vos clients sont bêtes. Mais bien sûr que non. C'est que derrière, c'est lourd. Et que souvent, il y a des toutes petites structures qui font à l'intérieur des petites équipes qui vont se former sur le digital. Et tout autour, tous les autres services vont rien comprendre à ce que fait, parce que moi je l'ai vécu. Bien sûr. À ce que fait cette équipe qui est en train d'emmagasiner des tonnes de connaissances et qui elle-même est décalée par rapport au reste de l'entreprise et qui essaie de vendre des choses que les autres ne comprennent pas. Donc en fait, vous, prestataire extérieur, vous ramez d'autant plus. Et nous, on a beau jeu de dire tu comprends rien à mon sujet. Nous, on n'a pas l'ensemble des problématiques pour le coup à gérer. Le site web, l'application mobile, l'intégration avec le système d'information, les jeux politiques en interne, sans compter que nous, nos clients, ils ne sont pas toujours dédiés 100% digital. Souvent, ce sont des responsables de com ou de développement des ventes ou du marketing. Donc, ils ont des plaquettes à imprimer, de la PLV à gérer. Nous, on travaille pas mal avec des réseaux de franchisés et là, il faut animer le réseau. Si jamais, en fait, on leur propose de diffuser des bons de réduction, il faut que le réseau accepte. Et des fois, ils n'aiment pas faire des réductions, le réseau. Donc, effectivement, c'est tout sauf, pour le coup, simple. Donc, dans cet univers où il y a beaucoup d'opportunités, la réalité, c'est qu'il y a des gagnants et des perdants. Et il ne suffit pas d'y aller, entre guillemets, pour y arriver. Alors, j'ai essayé, là, je vais essayer de vous donner des éléments un petit peu structurants et pour vous donner une vision un petit peu d'ensemble. Alors, je redéfinis quelques concepts qui sont un peu malmenés des fois dans la presse. Le digital, suivant en fait la façon dont on l'aborde, souvent quand on y a de la com, du marketing, on se dit c'est la pub, la promo sur Internet. Alors qu'en réalité, le digital, c'est
l'utilisation, l'impact de toutes les nouvelles techno sur votre boîte. Donc en l'occurrence, si jamais à un moment donné, il y a un Blablacar qui arrive et qui, parce que avec Internet, grâce à Internet, il arrive à mettre en relation des gens que sans Internet, on n'aurait jamais pu mettre en relation, bah, du coup, c'est un nouvel entrant qui peut complètement déstabiliser votre secteur d'activité. Et là, du coup, question, comment j'y vais ? Je ne sais pas si la SNCF en interne, avec toutes les rigidités qui sont liées à tout ce qu'on connaît, elle va pouvoir en fait lancer un service concurrent. Le mieux, c'est peut-être simplement de racheter ou de prendre une participation pour accompagner le mouvement. Mais des fois, tiens, ça peut être par exemple Uber aussi, pareil. Et là, si je fais un réseau de taxis... voilà, il y a appli rentable, non Uber, je ne suis pas sûr qu'il soit rentable. Hein. Ils ont beaucoup d'argent. Rentable, je ne sais pas. Ils ont des problèmes de... Faites attention, il y a 3 choses qu'il faut distinguer. La notoriété, le chiffre d'affaires et la rentabilité. Et moi, je pense que vous parlez surtout de la notoriété. Et je ne sais pas, c'est peu possible, mais je ne sais pas. Mais la boîte, elle est valorisée à 26 milliards, enfin un truc de malade. Alors, il valorise sur quoi alors, pardon, il y a 3 trucs. C'est la notoriété, le chiffre d'affaires, la rentabilité, la valorisation. Criteo, c'est valorisé, je crois, celle qui fait de la boîte française qui fait de la pub programmatique, 250 fois ses bénéfices. Donc elle est rentable, c'est bien, mais 250 fois ses bénéfices, en ratio bénéfice-valorisation, je crois que c'est de l'ordre de 20 fois Apple. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que ça s'explique ou pas, est-ce que ça justifie ou pas? En gros, vous pariez sur le fait que les bénéfices vont augmenter, vont être multipliés par 20 dans un horizon pas trop éloigné. Moi je dis, s'ils font x20 dans les 10 prochaines années, ce sera déjà pas mal en bénéfice. On ne sait pas, en gros là, les valorisations, c'est comme en 2000, il y a trop d'argent qui circule à cause de la... Je ne sais pas si vous avez entendu parler du quantitative easing, le fait que les banques centrales en fait émettent plein d'argent. Donc en gros, elles rachètent les dettes des banques, du coup les banques qui avaient prêté récupèrent de l'argent, qu'elles peuvent reprêter ou replacer sur les marchés financiers. Et du coup, ça fait monter le cours des actions. Il y a trop d'argent en ce moment dans le monde qui ne sait pas où se placer. Et donc du coup, les valorisations des boîtes Internet explosent. Et tout le monde sait que c'est trop valorisé, mais le problème c'est qu'on en vit tous, donc on n'a pas trop intérêt forcément à lire. Les fonds de pension, on a envie de lire machin, toc. Bon, peu importe. Il risque d'y avoir un deuxième éclatement. Sûr, ça va exploser. Les gens ne vous le disent pas, enfin plutôt ceux qui le disent, c'est comme si ceux qui le disaient en 2000, ils passaient un peu pour ringards, tu comprends rien, il y a le digital explose, donc c'est normal. Alors oui, ça explose, mais est-ce que la valorisation n'explose pas un peu plus vite? Si. Et on passe pour des ringards si on dit ça. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est comme les cours de bourse sont plus hauts partout dans le monde, et que les armes ne montent pas jusqu'au ciel, ça, tous les gens qui ont de la bouteille à la bourse le savent, de toute façon la bourse va exploser en fait dans pas si longtemps que ça. Et je pense que les nouvelles technologies subiront ça de plein feu. Peu importe. Donc le digital, donc c'est l'utilisation des nouvelles technologies dans les entreprises. Et si je fabrique par exemple des montres et que je suis un horloger de luxe suisse, donc il n'y a rien à voir avec Internet à la base, parce que de toute façon je vends un peu sur Internet mais pas tant que ça, et je fais des marges tellement importantes que de toute façon moi je peux me positionner en référencement naturel, je peux acheter du Google AdWords à 5 € le clic, de toute façon peu importe, parce que jusqu'ici je n'étais pas impacté. Il y a un mois, il y a Apple qui a dit maintenant une montre, ce sera peut-être aussi une montre connectée. Et pas simplement pour les geeks, même pour les gens qui achètent une montre pour le statut social, puisque j'en sors une qui a 18 000 € ou $, je ne sais plus. Donc si ça se trouve, les gens dont le métier c'était de fabriquer, de faire, on va dire, de faire rêver autour de leur marque et de faire des petits mouvements qui allaient bien et designer des jolies montres, si ça se trouve maintenant, ils vont devoir changer de métier. Peut-être qu'ils auront besoin de magasins d'applications, puisqu'une montre connectée aura besoin d'applications. Du coup, le magasin d'applications, je ne peux pas le créer moi-même. Il va falloir que je m'allie avec quelqu'un, peut-être avec Google, peut-être avec Microsoft, pas avec Apple, parce qu'Apple, ils n'ont pas l'habitude pour le coup de faire ça. Peut-être qu'il va falloir que je recrute des ingénieurs pour me déconnecter tout ça au réseau, etc. Et puis peut-être que je vais mourir. Ou peut-être que ma part de marché va se réduire. Donc ça, c'est le digital. Après, il y a le business, qui est l'utilisation du web pour développer son chiffre d'affaires. Donc par exemple, il y a plein d'usines chinoises
qui se sont beaucoup développés à partir de 2000-2005, parce qu'il y a une place de marché qui s'appelle Alibaba en Chine, qui a référencé en fait tout un tas de fournisseurs d'usines, de fabricants d'objets de grande consommation en fait chinois, qui a fait une version en fait anglaise de son site et qui a permis aux gens qui faisaient du sourcing en fait aux États-Unis, en France, en Afrique, etc., d'identifier en fait des fournisseurs en fait chinois sans avoir besoin d'aller à Shenzhen où se trouvait en fait où avait lieu la plupart des grandes foires en fait qui mettaient en relation en fait des importateurs, des grossistes avec des industriels chinois. Bon, bah, ça c'est de l'e-business, il n'y a pas de transaction en ligne, mais on identifie en fait des fournisseurs et puis après on fait notre... Alibaba là-bas c'est comme Amazon? Non, Alibaba on le compare à eBay, alors qu'en réalité il y a deux parties. Alibaba c'est, je référence, je ne sais pas, un fabricant de smartphones sans marque, pas cher, qui est perdu au fin fond de la Chine. Et puis il se trouve que moi je suis Carrefour, j'ai envie en fait de sortir un smartphone à ma marque, mais je ne sais pas fabriquer de smartphone, donc je fais ce que je fais d'habitude, je demande à des gens de le fabriquer, de poser mon petit logo Carrefour dessus, et j'ai besoin de trouver des gens. Donc normalement si je suis Carrefour, qu'est-ce que je fais? J'ai des acheteurs qui sont basés, je ne sais pas, en Hong Kong, à Singapour, etc., puis qui rayonnent sur toute l'Asie. Et puis en version internet, je me sers d'Alibaba, et puis je vais identifier tous ceux qui peuvent me fabriquer des smartphones et qui me disent je te livre à partir de 100 unités, 1000 unités, 10 000 unités, c'est tel prix pour machin, et puis il y a moyen de négocier. Voilà. Et je peux te personnaliser par exemple ou pas. Donc ça c'est Alibaba à la base, et après ils ont une autre place de marché. Donc place de marché c'est là où se rencontrent les acheteurs et les vendeurs. Ils ont une autre place de marché qui s'appelle Taobao et qui est là pour le coup plus l'équivalent d'Amazon, mais pas dans sa version Amazon qui nous vend des bouquins qu'il a en stock, mais dans sa version je te permets d'acheter, je te mets en relation avec tous les libraires qui veulent bien distribuer leurs bouquins chez moi, ou tous les gens qui vendent des lentilles ou des rasoirs qui veulent bien les vendre chez moi. Donc Amazon c'est un e-commerçant et c'est aussi celui qui vous met en relation avec plein d'autres e-commerçants. Et Taobao, contrairement à Amazon, qui a une petite part de marché sur l'e-commerce en Europe, Taobao, c'est 60% du commerce en Chine, du commerce électronique en Chine. Donc là où, en Europe, il faut être super bien positionné dans Google, être bien positionné dans Google, dans Baidu en Chine, c'est bien, mais c'est pas ça qui nous permettra de cartonner. Il faut être absolument dans Taobao, qui a une place de marché, parce que c'est là que vont la moitié des gens pour acheter. E-commerce, c'est lorsque j'achète avec ma carte bleue ou avec un autre système de paiement, mais directement j'achète pour le coup sur Internet. E-marketing. E-commerce en anglais, c'est comment? E-commerce, je pense. Aussi. Oui. Pourquoi vous voudriez qu'il y ait un autre mot qui vous indique? Non, justement, je me posais la question, parce que commerce, c'est pas anglais. Donc, commerce, Department of Commerce, Electronic Commerce, c'est ça. Online shopping, en grand public peut-être, online shopping, e-commerce ce serait peut-être un mot de pro et... Ouais, les business c'est plus large. En anglais, comment est-ce qu'on met e-commerce à la base? Est-ce que je mets e-commerce sur un site d'e-commerce en anglais? Sur un CV en anglais. Ah, sur un CV non, e-commerce manager ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Oui, e-commerce, oui. E-marketing, ça a varié, la définition a varié, parce qu'avant, l'e-marketing, c'était marketing électronique, e-marketing, donc c'était surtout le web marketing, donc la publicité, le référencement, l'emailing, etc. Et maintenant, ça s'est un peu étendu. Ça inclurait le marketing mobile, ça peut inclure maintenant aussi les SMS, voilà, tout ce qui est marketing qui transite par des supports électroniques. Et le web marketing, normalement, même si des fois on y fait rentrer un peu de marketing mobile, c'est plutôt les techniques de promotion d'un site web normal, entre guillemets. Maintenant, comme pour beaucoup de mots nouveaux, enfin plus ou moins nouveaux, les définitions suivant les gens peuvent varier. Donc là, j'ai essayé plus de distinguer les concepts que de vous dire e-marketing, ça doit être absolument ça, parce que sinon les gens se trompent. Quand des nouveaux mots émergent, en fait, moi je l'ai vu, souvent les gens ils mettent des choses en fait un petit peu différentes.
Donc là, si vous dites ça, vous ne vous trompez pas trop. Il faut essayer de comprendre en fait comment, en tout cas, vos interlocuteurs entendent les choses. Alors, par rapport à vos, on va dire, problématiques d'emploi à vous, moi, ce que j'ai pas de vision en fait avec un fort niveau de granularité. Enfin, j'ai pas une vision extrêmement précise en fait de tous les postes qui ont une composante digitale plus ou moins importante en fait qui sont recrutés, mais j'ai vu quand même des grosses tendances. Moi, ce que j'ai vu, c'est que contrairement à ce que pensent pas mal de gens qui veulent se convertir au digital, le gros des recrutements, il se fait sur des gens qui ont une compétence très spécifique. Donc en gros, je recrute un spécialiste du développement, je ne sais pas, en PHP, du développement open source, du développement d'applications mobiles, un spécialiste de l'administration de serveurs, un spécialiste, je ne sais pas, de la sécurité. Donc des choses avec une composante technique en fait très, très importante. Ça c'est sur la partie technique pure, mais le volet, on va dire, sur la partie marketing commercial, c'est la même chose, des gens qui ont une compétence très particulière. Par exemple, ce qui se recrute beaucoup depuis 5-6 ans, ce sont des référenceurs en interne chez les annonceurs. Donc en gros, quand les gens ont compris que le référencement était important, qu'ils en ont marre de payer, de faire un chèque de 40 000 € à l'année à une agence de référencement qui va leur donner pour ce prix-là peut-être 2 ou 3 mois de travail, se dire peut-être qu'à 60 000 ou 70 000 de charges comprises, je peux avoir quelqu'un qui va travailler pendant 200 jours sur mon référencement. Et je vois bien qu'avec mon budget de 40 000 externalisé à l'agence, j'arrive pas à aller jusqu'au bout de la logique. Donc voilà, il y a des spécialistes par exemple de l'emailing aussi qui sont recrutés, ou de l'ICRM, donc des gens qui ont des compétences précises, ou alors des gens qui sont spécialistes de l'achat de pub. Alors eux, on leur demande d'acheter du Google AdWords, de l'achat de mots-clés de Google, du Facebook Ads, peut-être demain Twitter, de la pub sur LinkedIn, sur le RTB, là, le truc que je refuse de définir depuis un moment, en publicité programmatique, et là on leur demande d'être opérationnel. Et ça c'est un truc qui est un peu souvent en fait à admettre quand on arrive à 40 ans, c'est que les recrutements se font pas sur des gens qui gèrent des choses et qui vont piloter des équipes, etc., mais sur des choses très concrètes. En gros, les gens ont besoin de maçons pour construire les murs de leur maison digitale, grosso modo. Et il y a quand même besoin de cadres qui pilotent tous ces gens-là, mais souvent les gens qui ont plus de légitimité pour piloter des référenceurs, des acheteurs de pub, etc., ce sont des gens qui ont déjà 5 ou 10 ans d'expérience en fait en tant que grouillot, moi ce que j'appelle grouillot de l'internet. Des gens qui ont acheté de la pub, qui ont fait du référencement, et puis ils en ont eu marre au bout de 3-4 ans, et ils ont envie pour le coup d'évoluer. Et eux ils sont plus à la page du point de vue technique que vous, et donc du coup ils ont plus de légitimité, et objectivement, indépendamment de la légitimité, entre guillemets, on leur fera moins à l'envers qu'à vous. Parce que eux, comme ils savent relativement, pas complètement, mais relativement comment fonctionnent les choses, on arrive moins à les avoir que pour le coup que les autres. Et ces chefs de projets digitaux, ils doivent aussi piloter des agences ou des prestataires techniques, et du coup c'est important de pouvoir tenir la dragée haute pour le coup aux prestataires. Maintenant, ce qui n'empêche pas que il y a des postes de direction aussi à ce niveau-là, mais souvent ce sont des gens de 30-35 ans et qui ont fait presque toute leur carrière en fait dans ces domaines. Sauf dans un cas quand même, c'est quand ils sont issus de la promotion interne, et puis une boîte en fait doit se réorganiser, devenir plus digitale, plutôt que de faire un plan social et de recruter des gens 100% digitaux. Bon bah voilà, c'est plus pratique de faire monter les gens, et ça devrait présenter un intérêt, c'est qu'ils connaissent le métier de la boîte ou le marché ou les clients. Parce qu'en revanche, les petits génies de l'Internet, en fait, savent rarement. Ils ont très peu de recul par rapport à leur technique. Donc les pros du community management des réseaux sociaux ne jurent que par ça. Ils sont persuadés que ils étaient persuadés que le social commerce, le fait d'acheter sur une page Facebook, ça allait exploser il y a 5 ans. Ils sont persuadés que les fans, on parlait d'indicateurs, je ne sais plus qui me parlait d'indicateurs pour les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'était vous. C'est le nombre de fans, c'est le nombre de followers, c'est le taux d'engagement, etc. Alors qu'à la fin, ce qui compte vraiment, c'est est-ce que tu as généré des contacts commerciaux utiles, est-ce que tu as généré des demandes de devis, machin. Ils me disent tous que c'est plus compliqué, à la fin, c'est pas beaucoup plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, mais à la fin, c'est ça qui doit fonctionner. Et donc, du coup, souvent, les spécialistes d'un domaine particulier, d'une discipline particulière, ils ont du mal à raccrocher ça aux vrais produits, aux vrais métiers, aux vrais clients.
Et puis après, de plus en plus, là je le vois moi dans mes formations normales, entre guillemets, je ne sais pas, par exemple, Yves Rocher, Pierre Ricot, etc. On voit des dizaines de personnes se former au digital, parce que la boîte a fixé un cap digital en fait en général, et donc du coup il y a plein de gens qui ne sont pas des spécialistes d'Internet, qui doivent comprendre la façon dont Internet, pour le coup, ça fonctionne. Donc ça renvoie à ce que vous évoquiez. Moi, avant, je voyais les gens du digital qui faisaient des choses, et je ne comprenais rien de ce qu'ils faisaient. Bon, maintenant, on commence à former les gens à ça. Et moi, une conviction que j'ai, et peut-être que je me trompe, c'est qu'effectivement, ça va de plus en plus sur les postes normaux, on va avoir besoin de comprendre de façon fine ce qui se passe dans le digital. Et c'était un petit peu à l'origine de l'idée de cette formation. C'est vrai que là où avant ces équipes, elles travaillaient toutes seules dans leur coin, maintenant, elles sont amenées à travailler avec tous les postes autour et on les invite sur n'importe quel projet. Exactement. Et donc du coup là, je pense que vous avez des cartes à jouer parce que vous m'avez parlé de 11 ans, 18 ans d'expérience, etc. Ça, je suis désolé, moi de mon expérience, pas en tant que recruteur, hein, mais de ce que je vois dans les recrutements qui sont chez nos clients marques, ça compte pas. C'est à votre actif, mais c'est pas extrêmement valorisable. En revanche, si vous faites la jonction entre ça, dont les boîtes ont encore besoin, et une connaissance pratique, technique, fine du digital, là pour le coup, pour moi, ça a de la valeur. Et si jamais vous avez pratique du digital, pratique du normal et une bonne connaissance du secteur, et qu'en plus vous arrivez à donner du sens à tout ça et à relier ces